Salut à tous, aujourd'hui, nouvelle vidéo. On va essayer de faire la différence entre une entreprise de qualité et une entreprise exceptionnelle. Deux choses différentes quand même. C'est une vidéo un peu en réaction à la vidéo qu'a fait Xavier Delmas récemment sur la concentration du portefeuille, c'est-à-dire avoir un socle d'actions exceptionnel entre 5 et 10 et une autre partie en ETF pour ne pas avoir besoin voilà, de suivre 40 entreprises pour être diversifié. Voilà. Juste, vous prenez 5 à 10 entreprises qui sont exceptionnelles et le reste, plutôt que de passer du temps à regarder les rapports, à suivre des entreprises qui ne sont pas exceptionnelles, vous allez les remplacer par un ETF et comme ça vous êtes sûr d'avoir une performance entre 8 et 10% par an. C'était clairement Pernod Ricard et LVMH et on peut même rajouter Hermès, même si c'est pas tout à fait le même profil. Pernod Ricard et LVMH c'est plus ou moins le même type d'entreprise. Voilà, bon, LVMH ils sont un peu plus diversifiés, ils sont dans la mode, les parfums. Pernod Ricard, eux, ils se concentrent uniquement sur les boissons. Néanmoins, LVMH font également des boissons, tout ce qui est vin, champagne, whisky. Mais voilà, ça reste de la consommation discrétionnaire. Ils ont la même répartition géographique des ventes. Ils sont principalement en Asie pour environ 30 à 40% du chiffre d'affaires. Et le reste, c'est découpé entre l'Europe et l'Amérique du Nord. Pareil pour LVMH, hein, Pernod Ricard, voilà. Pernod Ricard et LVMH, c'est deux entreprises au business model similaire. Les deux entreprises, on va le voir tout de suite, hein, mais font des acquisitions. Si on regarde par exemple le goodwill, donc le goodwill en gros c'est la différence entre le prix d'acquisition de l'entreprise et sa valeur intrinsèque. Et si on estime, si on paye plus cher la boîte, si on paye par exemple Tiffany & Co 10 milliards alors qu'elle vaut 5 milliards, et bien cette différence de prix, on va considérer que c'est une prime et donc elle va nous rapporter des bénéfices dans le futur. Et cette différence-là, donc, elle va s'inscrire au goodwill de l'entreprise, dont l'actif immobilisé. Voilà, donc si on regarde le goodwill par exemple chez Pernod Ricard, voilà, il a pris 1,5 milliard. Donc on a plus ou moins fait 1,5 milliard d'acquisition sur ces dernières années. LVMH, ça va être plus ou moins pareil. Voilà, elle est juste là. Le goodwill de LVMH, voilà, on est passé de 13 milliards 8 à voilà, donc on a fait quasiment 10 milliards d'acquisition, donc c'est même un peu plus pour LVMH. Donc voilà, là on est sur le même business model. Et ce que je trouve intéressant, donc on va comparer les différences. Donc voilà, si on se met sur le chiffre d'affaires de Pernod Ricard, là ils ont pris moins 3% pour ce semestre-là, alors que quand on regarde du côté de LVMH, pardon, on est à plus 10% sur le T4 2023 et plus 9% sur le T3 2023. Donc on a bien plus de croissance du côté de LVMH grâce au pricing power. Et quand on regarde du côté de Hermès, c'est encore plus impressionnant vu que sur le quatrième quarter, ils ont fait plus 17,5% de croissance à un taux de change égaux. Et si on prend en compte du coup l'impact du taux de change, on descend à 12,5, mais ça reste quand même exceptionnel au vu du contexte de ce qui se passe en Chine, l'immobilier, l'économie chinoise. Donc c'est vraiment un super trimestre pour Hermès. Et ce que je trouvais encore plus exceptionnel, c'est voilà, cet article de TradingSat où ils disent en gros que l'entreprise, donc Hermès, prévoyait d'augmenter en 2024 ses prix de 8 à 9% dans un contexte qui est quand même compliqué, hein. On parle de soft landing aux États-Unis, en Europe, on est en récession. Donc voilà, cette capacité de pouvoir augmenter de 8 à 9% les prix dans un contexte qui est quand même dégradé, ça reste quand même exceptionnel pour Hermès. Quand on regarde aussi du côté du capital, on voit directement que c'est la famille, souvent les familles ou alors les dirigeants qui détiennent le plus de parts. Ici, c'est Hermès qui détient plus de 70% de l'entreprise. LVMH, c'est pareil. Christian Dior-Essieux, donc c'est la holding, et ils détiennent 42% environ, et la famille qui complète, ce qui fait à peu près une part de 50%. Pernod Ricard, c'est toujours le cas, c'est la famille qui détient plus de 14% du capital, donc c'est déjà très très intéressant. Mais on voit que c'est quand même bien inférieur à Hermès et LVMH. Sinon, on peut regarder directement du côté des chiffres financiers. Voilà, également du côté de la dette, on voit que ça reste quand même assez correct du côté de LVMH vu qu'ils ont 11 milliards 6 de free cash flow. Et encore là, voilà, on a des free cash flow qui ont été fortement impactés par l'évolution du besoin en fonds de roulement qui devrait se normaliser donc, dans les prochains semestres. Donc ça fait 11 milliards 6 divisé par 38 milliards de dettes. Donc on voit qu'en gros, en à peu près 3 ans et demi, ils peuvent rembourser la dette. Et encore, on l'a dit, hein, c'est des free cash flow qui sont temporairement assez bas à cause du BFR. Ça devrait se régler d'ici peu. Néanmoins, si on prend une statistique qui est moins volatile comme les EBITDA, donc 28,76, on voit qu'en fait, voilà, on a une dette sur EBITDA qui est inférieure à 1,5. Donc c'est une dette qui est tout à fait gérée par l'entreprise. Pareil pour Hermès, donc là voilà, c'est encore plus exceptionnel. On va avoir une dette qui est négative grâce au cash que l'entreprise a dans ses comptes. Mais même si on s'arrête à la dette totale qui est de 2 milliards,
en fait l'entreprise elle peut tout simplement le rembourser en moins d'une année de free cash flow, c'est-à-dire qu'elle peut continuer à distribuer ses dividendes et avec le reste de son cash flow repayer la dette, ce qui fait qu'au final elle aura zéro dette dans ses comptes. Donc là c'est pareil, c'est exceptionnel. Par contre quand on regarde du côté de Pernod Ricard, forcément là le bas blesse, c'est un peu moins bon. Et c'est là qu'on voit du coup la différence entre une entreprise exceptionnelle et une belle entreprise. C'est que forcément la dette déjà a un poids bien plus conséquent. Là on a une dette de 11,8 milliards pour des free cash flow qui sont de 733 millions. Ce qui fait que même si voilà, encore une fois comme LVMH, les free cash flow sont assez volatiles temporairement à cause de l'impact du BFR. Il faut plus de 15 ans pour rembourser la totalité de la dette. Et même si on normalise et qu'on prend les free cash flow les plus élevés que l'entreprise ait eu, c'est-à-dire en 2022, 1,8 milliard. Si on divise ça par la dette totale de 11,9 milliards, ça fait au moins 6 années de free cash flow, entre 6 et 7 années de free cash flow pour rembourser la dette, qui est quand même assez conséquent. Donc Pernod Ricard a un potentiel d'acquisition bien inférieur à celui de LVMH à cause de sa dette. Alors c'est pas pour autant qu'ils vont s'arrêter de faire des acquisitions, vu que c'est aussi grâce à ça qu'ils arrivent à croître leurs bénéfices et leur chiffre d'affaires. Mais on est quand même bien plus limité que LVMH. Quand on regarde du côté des free cash flow, c'est pareil, et c'est surtout là qu'on voit la différence entre une entreprise de qualité et une entreprise exceptionnelle. C'est que vous avez des free cash flow qui non seulement ne sont pas en forte croissance, mais au-delà, des cash flows qui sont quand même très volatiles. Donc là, on le voit directement, une entreprise de qualité et une entreprise qui est vraiment exceptionnelle, c'est la volatilité des free cash flow. Là, pour le coup, on est passé d'un free cash flow qui a été divisé par plus de 2 en l'espace de 1 an et demi, tout simplement. Alors que chez LVMH, c'est quand même beaucoup plus régulier. Le free cash flow a seulement été réduit de 30-40%. Alors voilà, il y a une diminution, mais on voit que ça reste quand même beaucoup mieux géré au niveau des stocks. Et pour Hermès, c'est encore plus important vu que la baisse ne se fait quasiment pas ressentir. Et c'est là que voilà, vous voyez une entreprise qui gère bien ses stocks. C'est une entreprise de qualité. Alors forcément, Hermès se paye beaucoup plus cher vu qu'on a une valorisation. L'entreprise au prix actuel ne peut vous redistribuer que 1,5% environ de ses bénéfices. Donc voilà, vous avez 0,5% environ en dividende et le reste, ça repart directement en trésorerie ou en repaiement de la dette. Alors que Pernod Ricard et LVMH, eux, peuvent vous rembourser, vous distribuer beaucoup plus. Donc quand on regarde du côté du compte de résultat, on le voit bien tout de suite, la croissance de Pernod Ricard est bien plus limitée que celle de LVMH et Hermès. Ça se paye aussi dans les multiples de valorisation, certes, mais on a une croissance qui est limitée et qui est principalement due aux acquisitions et au pricing power, c'est-à-dire qu'en gros, les volumes restent quasiment flat année après année. Donc voilà, le chiffre d'affaires a fait plus 30% en 7 ans, alors que pour LVMH, on a fait quasiment x2 en l'espace de 7 ans. Voilà, on a fait x2, et pour Hermès, c'est encore plus impressionnant vu qu'on a fait x2,5. Là, on a vu comment faire la différence entre une entreprise exceptionnelle et une entreprise de qualité, simplement. Pernod Ricard, c'est une belle entreprise, mais voilà, ça s'arrête là. Ils n'ont pas non plus un pricing power qui est très important. Ils ont une croissance des volumes qui est quasiment flat et un inventaire qui impacte très fortement les free cash flow de l'entreprise. Bon là en fait ces derniers mois ils ont aussi investi énormément dans leur appareil de production pour booster la croissance future, vu qu'ils ont un projet de croissance de 4 à 7% de leur chiffre d'affaires. Donc ils doivent forcément investir dans leur infrastructure en plus de subir la volatilité du BFR qui vient impacter les free cash flow. Mais voilà, ça reste une entreprise qui est quand même correcte. Donc là on a vu la différence entre une entreprise exceptionnelle et une entreprise de qualité comme Pernod Ricard. Mais voilà, des entreprises exceptionnelles, en fait, c'est pas dur à trouver vu qu'il n'y en a pas beaucoup. Il y en a environ, je sais pas, entre 30 et 50. Pour les trouver, en fait, on peut appliquer deux critères, deux filtres principalement. Un retour sur capital employé de 20% minimum. Et ensuite, voilà, vous appliquez une croissance, par exemple, du bénéfice par action ou du free cash flow par action de 10% par an. Et là, en fait, ça va vous filtrer, pardon, et vous allez garder que les meilleures entreprises. Donc voilà, par exemple, moi j'ai une watchlist sur TradingView avec quasiment que des entreprises que je considère comme exceptionnelles. Par exemple, voilà, si on prend Monster, c'est un business qui est exceptionnel, qui a eu une croissance phénoménale, qui a des avantages concurrentiels et qui est distribué par Coca-Cola grâce à un contrat sur plus de 20 ans. Donc en fait, eux, ils n'ont quasiment rien à dépenser. Ils ont les marges opérationnelles les plus élevées du secteur et en plus de ça, ils se permettent d'être sur un secteur en croissance et donc ils ont des revenus et des bénéfices par action qui explosent sur les 10 dernières années. Forcément, ça se paye.
mais au moins vous avez une certaine stabilité. C'est pareil pour Visa. Visa, c'est un business qui est exceptionnel et qui au prix actuel ne se négocie pas si cher que ça. Paychex, c'est pareil. Paychex, voilà, et même Paychex au prix actuel, on vous l'a payé 24 fois les free cash flow, ce qui vous fait 4% de renta. C'est pas déconnant non plus. Constellation Software, c'est pareil, c'est une entreprise qui fait des acquisitions dans des secteurs niches. Ils vont faire des acquisitions d'entreprises verticalement intégrées, ce qui fait qu'en fait leur business model est un moat tout entier vu qu'ils n'ont presque aucun concurrent sur tout leur secteur où ils sont exposés. Costco, c'est pareil. Costco, magnifique business model, mais bon, on sait qu'en ce moment, ça se paye un peu cher aussi, c'est pareil. Vous voyez, hein, tout ce qui est en termes de price to free cash flow, quoique en termes de price to free cash flow, on n'est pas si mal, mais en termes de PER, ça a littéralement explosé sur les dernières années. Mais en fait, voilà, la différence, c'est que entre une entreprise exceptionnelle, voilà, comme Costco ou Google, et une entreprise un peu moins qualitative comme PayPal, en fait, PayPal, ça ne se renforce pas à tous les prix. C'est-à-dire que là, bon voilà, il y en a qui me les ont achetés sur les 300 sur les 300 dollars avec des ratios de valorisation qui sont complètement explosés. Mais si on prend une entreprise comme Google, Costco, Microsoft, en fait, c'est des entreprises qui peuvent se valoriser, enfin, qui peuvent se payer, qui peuvent se renforcer à quasiment n'importe quel prix, parce que vous savez que dans 10 ou 15 ans, vous allez être en surperformance, ou presque, par rapport au S&P 500, alors que des entreprises qui ont, par exemple, comme Pernod Ricard, des flux de trésorerie qui sont beaucoup plus volatiles, une croissance qui est plus limitée et un pricing power qui est plus limité, et bien en fait ces entreprises-là, vous allez devoir jouer sur le timing pour réussir à dégager une belle performance et éventuellement une surperformance sur le S&P 500. Voilà, des entreprises comme Ferrari par exemple, même si là actuellement elles se payent plus de 52 fois les bénéfices, en fait c'est des business qui sont tellement exceptionnels en termes, voilà, on l'a dit, hein, de croissance et de marge et aussi de pricing power, qu'elles peuvent se renforcer sur les 52 fois. Alors sur les 52 fois, vous n'allez peut-être pas forcément surperformer le marché dans les prochaines années, mais vous savez que pareil, à long terme, vous allez avoir une performance, une très très bonne performance à long terme. Alors que, on le dit, hein, mais des entreprises comme PayPal, et je ne sais pas si j'en ai actuellement, voilà, ou une entreprise comme Alibaba, qui est positionnée dans un secteur qui est très, très concurrentiel, et surtout dans un environnement économique assez particulier, mais en fait du Alibaba c'est pareil, ça ne se renforce pas à tous les prix. Là sous les 100 dollars c'était une bonne opportunité, mais est-ce que sur les 300 dollars c'était une bonne opportunité alors que leur problème à eux c'est les VIE, c'est-à-dire les passe-droits qu'ils utilisent pour être cotés aux États-Unis, ça c'est absolument illégal et pourtant le marché le savait en 2020, ce qui ne les a pas empêchés d'acheter et de faire grimper le prix de Alibaba sur les 300 dollars. Donc pour vous montrer une autre différence entre une entreprise qui est exceptionnelle et une entreprise qui est magnifique, on va prendre deux entreprises concurrentes dans le secteur de l'assurance santé. J'ai nommé Elevance Health et United Health. Donc voilà, United Health, grâce à son business, lui permet d'avoir des free cash flow qui sont beaucoup plus récurrents que Elevance Health. Et donc c'est ce qui caractérise son avantage concurrentiel. Voilà. Bon, après, il n'y a pas que United Health, hein, il y a plusieurs business qui sont magnifiques. Alors voilà, comme business magnifique, on a aussi les compagnies de chemin de fer. C'est des entreprises qui sont vraiment magnifiques, avec des avantages concurrentiels énormes. Bon, maintenant, ça reste des entreprises assez matures, donc il faut s'attendre à une croissance des volumes qui est quasiment égale à celle de l'industrie nord-américaine, donc environ 2 à 3% par an à long terme. Mais en attendant, c'est une entreprise qui arrive à reporter toutes les augmentations de prix sur ses ventes. Et donc en fait, elle a un pricing power qui est juste énorme. Et en plus de ça, voilà, c'est une entreprise qui a un actif qui est monstrueux. Quand on regarde par exemple les actifs immobilisés, en fait, elle a 45 milliards d'immeubles et d'équipements nets. Donc voilà, c'est pas forcément des immeubles ici, ça va plutôt être des rails, des wagons et des terrains. Donc 45 milliards, en fait, quand on voit, c'est équivalent à peu près 40% de la market cap. Mais par contre, c'est quand même 2 fois à 3 fois supérieur aux revenus de l'entreprise. Et donc ces 45 milliards-là d'actifs tangibles lui permettent d'avoir un avantage concurrentiel qui est juste immense. Et on est à peu près sûr que d'ici 10 à 15 ans, il n'y aura pas de nouveaux concurrents ou de nouveaux entrants dans le secteur du transport qui viendraient prendre des parts de marché à Canadian National. Comme business, voilà, on a aussi AutoZone, on en a parlé récemment dans notre vidéo. Alors forcément, au niveau des flux de trésorerie, c'est pas aussi stable que United Health, parce que forcément c'est la distribution. Donc là, voilà, il y a l'impact du BFR, mais avec les rachats d'actions, vous avez une entreprise qui à très long terme surperforme largement le marché.
On pourrait aussi citer voilà, Visa. Visa, entreprise magnifique avec des marges opérationnelles de plus de 60%, une dette nette qui est négative. La dette nette, voilà, 1,85 milliard de dette nette négative, une croissance des revenus qui est complètement folle, qui est d'au moins 10% par an, et un bénéfice par action dilué qui a fait au moins x3 sur les 6-7 dernières années, donc c'est juste énorme. Et pourtant, Visa ne se valorise pas si cher que ça, hein. C'est qu'on est autour des 30 fois les bénéfices, donc vous avez 3% de rentabilité avec les dividendes et les rachats d'actions. On a aussi Paychex. Paychex, très très belle entreprise qui fournit des logiciels de compta, donc tout ce qui va être ressources humaines, gestion du capital humain. Et voilà, vous l'avez pour 24 fois les free cash flow, ce qui vous fait une renta de 4% en dividendes. Entreprise magnifique, dette nette négative et surtout des marges opérationnelles de 40%. Vous avez 2 milliards de bénéfices d'exploitation pour 5 milliards de chiffre d'affaires. Voilà, on l'a dit, une dette nette qui est négative et surtout ce qui est exceptionnel, c'est des free cash flow qui sont extrêmement stables et constamment supérieurs ou égales au revenu net. Donc ça, c'est un excellent point. Voilà, il y a aussi Constellation Software qui est une entreprise qui fait uniquement des acquisitions dans des secteurs niches et ces acquisitions sont des entreprises qui sont verticalement intégrées. Ainsi, donc voilà, Constellation Software, en fait, l'entreprise Constellation Software est un moat entier vu qu'elle n'a pas de concurrent ou alors que les entreprises qu'elle a acquises n'ont pas de concurrent. Vous avez une dette nette de 1,84 milliard et qui se rembourse intégralement avec les free cash flow en un an. Et une croissance des revenus qui est juste exceptionnelle, hein. Sur les dernières années, on a environ 20% par an. Et des marges de free cash flow qui sont de pareil 20%. Et on voit que les free cash flow par contre sont bien supérieurs aux revenus nets. Le Graal justement, c'est que sur cette entreprise technologique là, il n'y a aucun stock-based compensation. Et les stock-based compensation, c'est quoi? On en a peut-être parlé dans la vidéo d'AutoZone. C'est les paiements des salariés en actions. Et comme l'entreprise émet des actions pour les payer aux actionnaires, en fait, elle va le compter comme un plus au free cash flow. Donc en fait, les SBC vont venir gonfler artificiellement les free cash flow. Et ce qui fait que beaucoup d'entreprises, notamment Google, Microsoft, Meta, ont des free cash flow très souvent supérieurs aux revenus nets. Mais là, ce n'est pas le cas. On peut citer également Copar. Voilà, Copar, c'est une entreprise qui va faire des enchères de voitures en ligne. C'est un business qui est juste exceptionnel. Voilà, une dette nette négative, c'est pareil. Des free cash flow qui sont inférieurs pour le coup aux revenus nets. Mais c'est parce que voilà, l'industrie a énormément de besoins de réinvestissement. Voilà, on a quand même des flux un BFR qui est super stable. C'est juste voilà, l'industrie qui est comme ça. Il y a énormément de réinvestissement à faire et c'est ce qui aussi permet à l'entreprise en fait, d'avoir un avantage concurrentiel grâce à énormément d'actifs immobilisés. Quand on le voit là, voilà, vous avez quasiment 3 milliards d'équipements nets, d'actifs tangibles à long terme pour un chiffre d'affaires de 4 milliards. Donc c'est très très important. Costco, pareil, business magnifique, qui est en perpétuelle croissance, hein, une dette nette négative et en plus c'est très rare dans le secteur de la distribution. On peut citer voilà, les classiques, les GAFAM, et pourtant Google et Amazon ne se valorisent pas si cher que ça au prix actuel, hein. Google, on est environ à 25 fois les bénéfices. Amazon, au niveau de la valeur d'entreprise sur EBITDA, c'est pareil, on n'est pas si cher que ça. Alors Amazon, c'est pas forcément cohérent de prendre un ratio classique style PER et price to free cash flow. À la limite, il faudrait mieux prendre un price to operating cash flow qui ne prenne pas en compte donc les capex. Mais actuellement, on le voit, on n'est pas si cher que ça. Apple, c'est pareil, hein, pour constater son avantage concurrentiel, il y a juste à regarder les free cash flow. La stabilité remarquable. Microsoft, c'est pareil. Mettler Toledo, pareil, excellente entreprise dans le secteur des équipements de pesage et des équipements de précision pour l'industrie médicale. C'est pareil, rachat d'actions au top et une croissance qui est exceptionnelle. Evolution AB, pareil, c'est des casinos en ligne, il y a une croissance et des marges qui sont de 55%, des marges nettes de 55%. C'est juste ahurissant. Voilà, pareil, VeriSign, pareil, marge nette de 60%. Voilà, donc on pourrait faire la liste encore longtemps, mais le but c'est de comprendre que toutes les entreprises exceptionnelles ont derrière un business qui est magnifique avec soit des marges exceptionnelles, soit des retours sur capitaux employés très importants, ou alors de l'actif tangible qui se rapproche ou qui est égal, voire supérieur au chiffre d'affaires.
Et en fait, c'est uniquement en ayant un portefeuille d'entreprises exceptionnelles que vous arriverez à battre le marché à long terme. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, ça se passe dans les commentaires. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!